Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on va parler immobilier, de direction immobilière, de directeur immobilier. On va essayer de comprendre l'importance, la pertinence de cette fonction qui est de plus en plus importante au niveau interne comme au niveau externe, que toutes les décisions immobilières ont un impact et que cet impact est de plus en plus important au niveau national et international. Aujourd'hui, la thématique direction immobilière mode emploi avec Pascal Ploteguer. Pascal Ploteguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur immobilier du groupe Essilor International. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre groupe? Alors je vais essayer d'être bref parce que le groupe Essilor International, comme son nom l'indique, est un groupe mondial. Aujourd'hui, c'est une société qui est cotée au CAC 40 à la Bourse de Paris et qui est le numéro 1 mondial du verre ophtalmique. Alors je m'explique, ce qu'on appelle verre ophtalmique, c'est plus usuellement le verre de lunettes et exclusivement le verre de lunettes, ni lentilles, ni monture, ni téléobjectif d'appareil photo, ni longue vue. Aujourd'hui, le groupe Essilor International est réparti sur le monde entier, avec un chiffre d'affaires qui s'équilibre à peu près en trois tiers, entre la zone Amérique Nord-Sud, la zone Europe et la zone Asie, donc 33%, ce qui nous met quelque part un petit peu à l'abri des problèmes de conjoncture mondiale et des risques de guerre qu'il peut y avoir. On est très peu présent commercialement en Afrique noire, mais en revanche, on est très présent au travers des ONG, d'organismes de formation et d'éducation. Alors aujourd'hui, Essilor International, c'est environ 40 000 collaborateurs, toujours sur le monde entier. Et d'un point de vue plus immobilier, ça représente environ 17 usines. Usines françaises, fabricants français, made in France, usines asiatiques, usines américaines, Amérique du Sud, et environ 340 laboratoires, puisque l'objectif est d'être le plus proche possible du client. Le client, je vous rappelle, ce sont les opticiens. Nous n'avons pas de boutique, nous faisons que du B2B, pas de B2C. Néanmoins, nos laboratoires doivent être le plus à proximité possible des opticiens pour pouvoir vous fournir dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Alors, c'est une fonction qui est méconnue du grand public. Quel est le rôle du directeur immobilier aujourd'hui? C'est une question qui est très vaste. Alors, n'y voyez là de ma part absolument aucune prétention, mais je dirais que le directeur immobilier a pour objectif, je ne dis pas qu'on y arrive, mais on a pour objectif d'être quelque part le générateur de bien-être dans l'environnement de travail de nos collaborateurs. On est là pour assurer le clos, le couvert et faire en sorte qu'aucun de nos collaborateurs n'ait le moindre souci, n'ait la moindre pensée du bâtiment qui l'entoure et de son environnement de travail. Plus il se sentira bien, plus il sera productif, plus il sera heureux, plus il sera équilibré. Donc notre objectif premier, c'est d'être générateur de bien-être. L'objectif second, c'est de participer bien évidemment à la vie de l'entreprise. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'immobilier était souvent le deuxième poste de coût après les salaires dans une entreprise. Chez nous, c'est le troisième poste de coût puisque le deuxième poste est occupé par la recherche et le développement, l'innovation, la technologie, ce qui fait de nous le numéro 1 mondial. Néanmoins, mon double objectif, c'est à la fois le bien-être des collaborateurs et la participation aux résultats de l'entreprise par une optimisation du poste de travail, une optimisation de la politique patrimoniale du groupe, par des renégociations de loyers, par des réductions de surface si c'est possible et à condition que ça ne mette pas en péril la vie de nos collaborateurs. Bref, de participer totalement à l'équilibre financier de l'entreprise. Alors, quelles sont les compétences pour devenir directeur immobilier aujourd'hui? Elles sont multiples. Alors, c'est un poste qui est complètement pluridisciplinaire, puisqu'il faut être à la fois un développeur, un promoteur, un constructeur, mais aussi un négociateur de bail, un juriste, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où ne peut-on pas aller, un asset manager, valorisation, revente, optimisation, loyer. Donc c'est plus, je dirais, un poste un petit peu de fin de carrière dans l'immobilier, dans la mesure où ça demande une palette de compétences qui couvre un petit peu l'ensemble des compétences immobilières, je dirais, de l'architecte au promoteur, en passant par l'investisseur, l'asset manager, le broker et le juriste. Et le financier, sous-jacent évidemment à toutes ces fonctions-là. Alors, pourquoi êtes-vous sensible chez Essilor aux immeubles intelligents? Parce qu'on voit les immeubles intelligents sur toutes les plaquettes maintenant, fleurir un peu partout. Pourquoi chez vous, ça a une particularité bien singulière? Alors, Essilor, je le disais tout à l'heure, est le numéro 1 mondial de l'optique ophtalmique. Pourquoi le numéro 1 mondial? Ce qui nous sauve, c'est cette recherche perpétuelle de l'innovation et de la technologie. Nos verres ont quelques générations d'avance sur les concurrents. Je rappelle quand même que notre principal concurrent est environ 3 fois plus petit que nous.
Donc nous sommes quand même très très loin en matière d'innovation et de technologie devant nos concurrents. Et ce qui se traduit par notre recherche et développement très performante se traduit aussi dans l'immobilier. On recherche toujours à être un petit peu en avance sur les concurrents, qu'ils soient sur l'optique ophtalmique ou que ce soit les concurrents du CAC 40. Pourquoi un immeuble intelligent? Un immeuble intelligent parce qu'il est générateur d'économie. C'est toujours la même recherche d'économie et de bien-être. L'économie, on peut la retrouver au travers d'un certain nombre de certifications d'immeubles, que ce soit du HQE, que ce soit du BREEAM, du THPE, voire même de l'énergie positive, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. L'économie intelligente, c'est aussi de l'éco-citoyenneté. Tout ça, c'est pour participer d'abord à garder une planète propre, parce que ça, nous sommes tous concernés, et nous autant que les autres, et puis parce que ça va dans le sens de l'esprit d'équipe d'Essilor, qui est un esprit d'innovation et de technologie permanente. Ce qui veut dire que tous les futurs immeubles auxquels vous serez présents, en tant qu'utilisateur, seront forcément des immeubles intelligents. Dans la mesure du possible, oui, et à condition évidemment que leur coût amène une rentabilité à une échéance de moyen terme. On dit bien évidemment qu'on ne va pas investir un immeuble très cher si le retour sur investissement est au bout de 20 ans. Néanmoins, nous avons déjà engagé la démarche puisque je suis en train de réaliser à Créteil un centre innovation et technologie, c'est-à-dire un centre de recherche et développement. Nous en avons 3 dans le monde, un à Singapour, un à Dallas qui est en cours de livraison aujourd'hui, et celui de Créteil qui sera livré dans 1 an, qui est un bâtiment qui sera à énergie positive pour sa partie tertiaire, et qui sera BREEAM pour toute la partie laboratoire, où là on ne peut pas assurer la positivité de l'énergie dans la mesure où elle est dépendante de la puissance des machines que nous utilisons. En revanche, pour la partie tertiaire, on peut tout à fait effectivement faire un bâtiment à énergie positive. Alors cet immeuble de Créteil, qui va voir le jour bientôt, comment vous pourriez le définir en quelques mots? Au niveau de ses avantages? Je dirais simplicité, Oui. Simplicité, innovation et technologie. Simplicité en ce sens que quand vous passez devant cet immeuble dans la rue, il ne se distingue d'aucun autre. Il est très sobre, il est très clair, il n'y a pas de fioriture, rien d'ostentatoire. Bon. En revanche, il est très intelligent puisque de par le jeu des panneaux solaires et de la géothermie, on arrive à générer la quantité d'électricité dont on a besoin. Alors, juste une petite précision pour les gens qui nous regardent. On me dit souvent un immeuble à énergie positive est un immeuble qui produit plus qu'il ne consomme. Et j'ai souvent tendance à dire de façon un petit peu ironique, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un immeuble dans lequel on apprend à consommer moins qu'il ne produit. Parce que par nature, il a une capacité de production qui est limitée. Aujourd'hui, sur mon immeuble, j'ai 700 mètres carrés de panneaux solaires. Pourquoi 700 ? Parce que je ne peux pas en mettre 2000. J'ai un toit qui est limité. Bon. J'ai une production géothermique qui m'amène de l'eau sous pression à 110 degrés, à une certaine quantité, etc. Donc on a essayé de faire en sorte que ces 700 mètres carrés de panneaux solaires et cette géothermie viennent nous alimenter suffisamment en énergie pour que l'on soit capable d'apprendre à vivre dedans et à avoir le comportement éco-citoyen qui va nous permettre de générer plus d'électricité que nous n'en consommons. Alors je crois que vous êtes sensible aussi à la proximité des transports en commun, pour que les employés puissent venir facilement et aisément. Alors, on va même beaucoup plus loin que ça, parce que là, on voit un petit peu la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire le côté innovation, technologie, énergie positive, HQE, BREEAM. Il y a aussi toute une partie invisible et sous-jacente qui consiste à la fois dans le transport, qu'il soit transport en commun ou transport individuel, je reviendrai un petit peu en détail là-dessus après, mais il y a aussi le fait qu'on a désiré que le bâtiment soit handi-accueillant. C'est-à-dire que handi-accueillant, on ne se contente pas de s'inscrire dans le cadre de la loi du 11 février 2005. On veut vraiment qu'une personne, un collaborateur handicapé, se sente aussi bien dans cet immeuble qu'un collaborateur qui n'est pas handicapé. Et ça, on se rend compte, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur cet immeuble, on se rend compte que 9 fois sur 10, ce ne sont pas des solutions coûteuses, ce sont des solutions de bon sens, beaucoup de bon sens, que ce soit au niveau de la signalétique, que ce soit au niveau des sols, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des lumières. En faisant cet effort de travailler sur un bâtiment dit accueillant depuis 2 ans, j'ai découvert énormément de solutions, entre guillemets gratuites, qui améliorent le confort des handicapés et donc des gens en pleine forme, sans aucune difficulté de mise en place, sans révolution absolument. Et ça, c'est très intéressant. Alors, à partir de ça, je travaille en collaboration avec la mairie de Créteil. Le métro, alors pas pour nous bien évidemment, mais le métro de Paris vient d'être
allongée sur la ligne de Créteil, de sorte que nous sommes entre deux stations de métro. Nous avons une station Vélib à proximité. Nous avons un bus qui nous relie aux deux stations de métro. Sous mon impulsion, la mairie de Créteil a accepté de nous mettre une station Autolib juste en face de nos bâtiments. Et quand vous regardez un plan de Paris de la région parisienne, nous sommes au milieu de la boucle est qui relie l'aéroport de Roissy et l'aéroport d'Orly, ce qui pour nous est primordial, puisque nous sommes une société internationale et nous passons notre temps à voyager, donc, ou à recevoir des clients étrangers, ou des analystes, ou des chercheurs du monde entier. Alors justement, je rebondis sur l'éco-citoyenneté. Est-ce que vous avez constaté une prise de conscience des employés en interne par rapport à cette éco-citoyenneté? Alors, au niveau comportemental, ou est-ce que ça va prendre du temps, ou est-ce que vous le constatez déjà une manière de prise en compte? Je dirais que l'éco-citoyenneté chez Essilor, elle est un petit peu dans les gènes des collaborateurs. Et Essilor, il faut le savoir, c'est la fusion de deux sociétés qui s'appelaient Essilor SL. SL, les compas que vous avez dû connaître dans votre enfance, Essilor, et c'était deux coopératives. Les deux coopératives ont fusionné. Et on a gardé ce système coopératif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien que nous soyons au CAC 40, le premier actionnaire du groupe, ce sont les collaborateurs eux-mêmes. Donc les collaborateurs réagissent à la fois en tant que collaborateurs, CHSCT, syndicats, etc., mais aussi comme actionnaires. Et en tant qu'actionnaires, ils font très attention à leur comportement et à leurs dépenses. Je vous citerai un exemple simple. Quand l'hiver est passé 19 heures, vous voyez des bureaux allumés sur nos immeubles, c'est qu'un collaborateur reste travailler. S'il est allumé, ce n'est pas innocent. Sinon, tous les collaborateurs éteignent la lumière. Nous avons tout un tas de comportements au sein du groupe qui reflètent totalement l'éco-citoyenneté. Alors maintenant, on fait un pas encore en avant puisqu'on va vers l'énergie positive. Donc ça va nécessiter une petite période d'apprentissage. Nous avons déjà commencé à mettre en place des ateliers de réflexion avec tous les collaborateurs et le CHSCT pour que tout le monde s'approprie cet immeuble, s'y sente bien, vive et respecte. Parce que ça ne sert à rien de faire un immeuble à énergie positive si les gens ne jouent pas le jeu. Je dirais la clé numéro 1 de la positivité de l'énergie, c'est quand même le comportemental, plus que la technique. La technique, on sait faire. Bon. Et là, la démarche est entamée chez Essilor. Elle va durer encore 1 an puisque l'immeuble doit être livré en juillet 2013. Et je n'ai aucun doute sur la réussite de cette expérience et sur le comportement de tous nos collaborateurs. Alors, vous qui voyagez beaucoup en France, à l'étranger, est-ce que vous constatez en cette année 2012 un retour vers l'utilisateur? Autrement dit, est-ce que par rapport au marché immobilier, est-ce que la balle est revenue vers les grands locataires par rapport aux bailleurs et aux fonds d'investissement en termes de renégociation et en termes de prise à bail? C'est une question vaste parce que le monde est grand quand même. Pour la France. Et la conjoncture n'est pas la même partout. Oui. En ce qui concerne la France, vous savez, l'immobilier, ça fait maintenant un certain nombre d'années que je travaille dans l'immobilier. C'est un marché qui est cyclique. On sait que tous les 5 à 7 ans, on est en période d'euphorie, on est en période de crise, on est en période d'euphorie, et ainsi de suite. Bon. En période d'euphorie, et j'ai été moi-même investisseur en période d'euphorie, c'est vrai qu'on a la position belle et on voit arriver les locataires avec un petit sourire, avec une marge de négociation pour eux qui est réduite à 0. Bon. Inversement, en période de crise, c'est l'inverse. C'est le locataire qui retourne voir le propriétaire en lui disant « si on ne peut pas renégocier le bail, nous on s'en va ». C'est vrai qu'en ce moment, depuis 3 ans, vous avez le sourire. J'ai renégocié à peu près tous les baux d'Essilor. Là encore, je participe aux résultats de l'entreprise, puisque quand on arrive à renégocier des baux d'à peu près 25 à 30% de réduction, on disait tout à l'heure qu'on était le 3e poste de dépenses après les salaires et la recherche et développement. 25 à 30% de réduction, c'est énorme pour un groupe. Alors, je ne suis pas dupe. Aujourd'hui, on est en période de crise. L'indice du coût de la construction commence à remonter, ce qui veut donc dire que, je ne parle pas des marchés financiers, mais en termes immobiliers, on est peut-être plus proche de la fin de la crise que du début. Et sans doute que mes loyers vont remonter et que dans 4 ans, les investisseurs seront ravis. Et puis, dans 8 ans, je retournerai les négocier à nouveau. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt le sourire, effectivement. Pascal Ploteguer, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour parler immobilier sur Décideur TV. Et merci encore de votre fidélité.